La bibliothèque Matplotlib est la principale bibliothèque de création et d'exportation de graphiques utilisée en Python. Sa syntaxe est assez proche de celle du logiciel commercial MATLAB, qui est très populaire en génie, sauf qu'en MATLAB, les tableaux sont indexés à partir de 1, alors qu'en Matplotlib, et bien sûr comme en Python, les tableaux sont indexés à partir de 0. C'est la différence principale. On peut trouver la documentation complète de Matplotlib sur ce site, bien sûr, matplotlib.org. Il y a une page très pratique qui donne un sommaire des commandes, des fonctions qu'on peut utiliser dans le cadre du sous-module pyplot qui a pour but de fournir une interface de graphique qui ressemble le plus possible à MATLAB, pour ceux qui sont familiers avec ça, mais c'est celle qu'on utilise de toute façon généralement avec Matplotlib. Donc dans ce carnet, on va voir quelques exemples simples de Matplotlib. On ne fait qu'effleurer la surface, bien sûr, et je vais me concentrer sur des graphiques de fonctions mathématiques. Il faut se rendre compte qu'avec Matplotlib, que l'on fasse le graphique d'une fonction mathématique ou de données qui sont tirées d'un fichier, c'est la même chose, parce que l'on fait essentiellement des graphiques de tableaux NumPy. Donc il suffirait pour des graphiques de données de lire les tableaux NumPy à partir d'un fichier, comme on l'a indiqué dans le carnet sur NumPy vers la fin, et le reste est le même. Donc, la version de Matplotlib utilisée ici est la version 3.3.1, donc on peut s'assurer de la version en exécutant cette cellule suivante. On voit le numéro de version de Python, ici 3.8.5, et celui de Matplotlib. Donc, commençons par le graphique d'une fonction simple. Donc, je vais passer à travers le code qui est ici. Donc, on commence par importer, alors excusez-moi, on commence par spécifier le moteur graphique. Et donc, cette première ligne du programme n'est pas un énoncé Python en tant que tel. Ça commence par un pourcentage. C'est une ligne qui est lue par le Python interactif, donc par Jupyter, et qui lui spécifie précisément le programme à utiliser pour afficher le graphique, qui, bien sûr, est à l'extérieur, en quelque sorte, du langage Python. Donc ici, on a utilisé ce qu'on appelle un back-end, donc une interface graphique qui s'appelle inline, qui va afficher les graphiques à même le carnet, au fur et à mesure. Ensuite, vu que tout est basé sur NumPy, on importe NumPy, bien sûr, et ensuite on importe Matplotlib ici dans le but de donner une valeur différente de la valeur par défaut à certains paramètres. Donc, le module rcparams de Matplotlib contient un dictionnaire, en fait, donc qui va contenir des données par défaut comme la taille des polices, la taille de la figure, ainsi de suite, que j'ai maintenant spécifié de cette manière pour avoir un peu plus de marge, si on veut, dans ce carnet. Donc ça, c'est moins important. Ensuite, je vais importer le sous-module pyplot, donc comme PLT, et c'est ça qui contient essentiellement l'essentiel, c'est-à-dire des fonctions de Matplotlib qu'on va utiliser. Donc c'est habituellement avec ça qu'on commence. D'accord. Donc pour faire un graphique de fonction, on va commencer par définir la fonction. Donc je définis une fonction qui est simplement sinus de x sur x, à partir de la version NumPy de la fonction sinus. Cette fonction f de x, on va l'utiliser pour construire un tableau de valeurs. Donc je commence par définir un tableau de valeurs en x, entre moins 15 et 15, avec 100 valeurs. Et je fais simplement appeler la fonction f sur le tableau x. Comme c'est une fonction très simple, NumPy va la considérer comme une fonction, disons, vectorielle qui peut s'appliquer sur un tableau. Au lieu de s'appliquer sur des éléments séparés du tableau, il va rapidement calculer le tableau de y qui contient le même nombre de valeurs que le tableau x. Ensuite, je vais spécifier les étiquettes du graphique, donc avec la fonction xLabel. Cette fonction va prendre une chaîne de caractères comme argument qui peut s'écrire en latex, c'est ce que j'ai choisi de faire ici, c'est-à-dire que je vais lui donner une chaîne de caractères reconnaissable par latex, donc x ici, et pour l'étiquette de l'axe des y, même chose, donc ici une chaîne de caractères en latex qui me donne la fraction sinus de x sur x, et j'ai même fait une erreur ici en oubliant de mettre la barre oblique inverse, voilà. Donc, notons que j'ai mis devant cette chaîne de caractères un
petit symbole R qui veut dire en anglais raw, donc cru si on veut, qui interprète directement les caractères qui sont là-dedans sans supposer que la barre oblique inverse est un caractère de contrôle qui définit un autre caractère. Autrement dit, la barre oblique inverse ici va être interprétée comme une barre oblique inverse, tout simplement. Donc c'est important quand on fait du LaTeX d'inclure ceci, sinon il faudrait inclure une double barre oblique pour vouloir exprimer une barre oblique. Donc c'est un peu curieux. Donc ça, ce sont uniquement des commandes pour spécifier les étiquettes des axes. Ensuite, la commande de graphique importante elle-même, et c'est celle-ci. Donc c'est la fonction plot, où je donne comme argument le tableau des valeurs de x, le tableau des valeurs correspondantes de y. Et ensuite, il y a un certain nombre d'options qu'on peut consulter, bien sûr, dans la documentation de PyPlot. Ici, j'ai choisi de donner une étiquette à cette courbe, donc qui va apparaître dans la légende. Ensuite, j'utilise la fonction légende pour produire cette légende. J'ai produit aussi la fonction grid avec un argument égal à vrai pour produire une grille. Je ne sais pas, évidemment c'est optionnel. Ici j'ai choisi de sauvegarder la figure dans un fichier dont j'ai donné le nom en chaîne de caractères, donc dont j'ai donné le nom en argument, et le type de fichier est spécifié par l'extension du nom du fichier. Donc j'aurais pu écrire ici PDF au lieu de PNG, et ça aurait produit un fichier PDF vectoriel au lieu d'un fichier PNG qui est matriciel. Enfin, pour montrer le graphique à l'écran, j'utilise la commande show. Ce n'est pas obligatoire non plus, je pourrais me contenter de sauvegarder le graphique dans un fichier sans l'afficher à l'écran. Donc, quand j'agis avec tout ça, j'obtiens ce qu'on voit ici. Donc, on a une étiquette ici, on a la fonction, le domaine de la fonction de moins 15 à 15, et celui des tableaux qu'on a définis. Par contre, le graphique va un peu plus loin. Donc, il déborde un peu du domaine. Si on voulait le spécifier de manière un peu plus serrée, il y a d'autres fonctions pour ce faire. Donc, je continue ici. Il est possible, bien sûr, de porter plusieurs courbes en graphique dans le même espace. Alors, je reprends ce que j'ai fait. Essentiellement, j'ajoute cependant un deuxième graphique, donc une deuxième fonction. C'est-à-dire que je me définis une fonction ici qui retourne un doublet, un tuple à deux composantes. Donc c'est ce qu'on s'en aperçoit parce que ici je retourne deux éléments séparés par une virgule. Donc le premier c'est sinus de x sur x. Le deuxième c'est cosinus de x sur 4 divisé par 1 plus x au carré divisé par 16. D'accord? Donc j'ai deux fonctions. Et tout en définissant mon tableau de x comme avant, je peux maintenant produire deux tableaux, y1 et y2, en appelant cette fonction. Donc notez que, encore une fois, ça agit de manière vectorielle. Donc, quoique la fonction f de x, si on lui donne un seul nombre comme argument, retourne un tuple, eh bien, lorsque je donne un tableau comme argument à f, NumPy va l'interpréter comme retournant un tuple de tableau. Donc, j'ai deux tableaux ici, y1, y2, qui en résultent. Ensuite, je fais comme avant, je définis des étiquettes et j'appelle la fonction plot deux fois, une fois pour produire la première courbe et une autre fois pour la deuxième courbe avec une étiquette de courbe différente. Et je procède comme auparavant et j'obtiens ici les deux courbes séparées avec une légende pour décrire chacune des deux courbes. Voilà. Notez que, bon, évidemment, l'étiquette de l'axe des Y n'a pas tellement de sens, étant donné que j'ai déjà utilisé une légende séparée, mais enfin, c'est pas grave, c'est uniquement pour illustrer les possibilités de graphique. Bon, autre exemple, on va maintenant faire un graphique de plusieurs courbes qui appartiennent à la même famille. Donc, j'ai ici une fonction qui, en fait, représente la distribution des vitesses des molécules dans un gaz parfait en fonction de la température T majuscule. Donc c'est une distribution de probabilité, elle est normalisée, vous allez voir ça en physique statistique plus tard. Et donc ce que je fais ici, c'est simplement de produire plusieurs courbes sur le même graphique avec la même couleur pour différentes températures. Pour cela, bien sûr, il faut que je définisse la fameuse fonction qui est définie ici avec un paramètre T.
Je définis encore une fois un tableau pour les vitesses de 0 à 4 avec 100 valeurs. Je fais une boucle sur la température dans ce domaine précis, donc qui va de 0.2 à 2 avec un espacement de 0.1, en excluant ici le dernier point, bien sûr. Et pour chacune des valeurs de la température, je fais le graphique de la courbe correspondante, en insistant ici avec un argument mot-clé que la couleur de la courbe est bleue. Sinon, les couleurs sont choisies automatiquement et seraient différentes d'une courbe à l'autre. D'accord? Remarquez que j'ai tout de suite ici, j'ai mis directement comme argument de la fonction la valeur du tableau produite par la fonction f sans définir un tableau intermédiaire. Et voilà, donc ce que j'obtiens à ce moment-là, c'est ceci. Donc différentes valeurs de t, sans mettre de légende. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster les détails du graphique, donc les couleurs, les traits, ainsi de suite? Eh bien, il y a des styles qu'on peut appliquer, des styles de lignes, une ligne continue, une ligne à tiret, une ligne à tiret séparée de points, et ainsi de suite. Donc, on peut consulter la documentation pour avoir une définition claire de chacun de ces styles, qui est en fait défini par une chaîne de caractères. Et je pourrais ici simplement, dans cette boucle, faire un graphique du même ensemble de courbes avec des styles différents. Alors remarquez la syntaxe, je fais un graphique de x avec y plus i. Alors notez que y, c'est toujours la même courbe de sinus de x sur x. J'ai ajouté à y la valeur de i. I ici est bien sûr un entier qui va de 0 jusqu'au nombre de styles qui est ici, moins 1, donc j'aurai 4. Style, donc i va de 0 à 3 inclusivement. Y plus i fait simplement rajouter une constante entière à la valeur de y. Donc c'est l'addition d'un scalaire à un tableau qui ajoute le scalaire à chacun des éléments du tableau. Et je demande ici que le style de ligne soit donné par le style numéro i défini dans cette liste Python. Et donc j'obtiens ici les différentes possibilités. Et remarquez donc que le dernier style, celui qui est défini par les 2 points ici, me donne un ensemble de points, donc une ligne pointillée et non pas une ligne tiretée. Les couleurs ici ont été choisies de manière automatique par Matplotlib, puisque j'avais plusieurs courbes dont les couleurs n'étaient pas spécifiées. Je pourrais aussi choisir des couleurs. Donc ici j'ai différentes couleurs qui sont rouge, bleu, vert et noir. K veut dire noir. Et donc, je peux faire le même genre de graphique où je spécie les couleurs différentes, comme ici. D'accord. Bon, je peux aussi ajuster le trait de manière un peu plus détaillée. Si vous voulez, je peux par exemple utiliser cette fonction setDashes qui va définir ici une séquence d'espace et de longueur. Donc, le 2, 4, 6, 8 veut dire ici 2 points pleins, 4 points vides, 6 points pleins, 8 points vides, et répété ensuite ad nauseam. Donc, ce qui donne un peu cette espèce de trait tireté un peu curieux. Mais donc, il y a beaucoup de flexibilité en la matière. Pour ce qui est de la couleur, donc voici les principales couleurs qu'on peut utiliser, les caractères qui les spécifient. On peut aussi donner pour l'argument couleur une teinte de gris, simplement un nombre un nombre réel entre 0 et 1, ou encore n'importe laquelle couleur spécifiée par un triplet rouge, vert, bleu, donc RGB, comme ceci. D'accord? Donc toutes les choses sont possibles, et on peut donc donner la couleur que l'on veut, avec le trait que l'on veut, ainsi de suite, à n'importe quelle courbe. Donc ici, par exemple, j'ai choisi 3 types de couleurs, une couleur spécifiée par prédéfinie, donc comme étant cyan, une teinte de gris et une couleur RGB comme ceci, et je peux donc avoir les 3 couleurs illustrées dans ce graphique. L'épaisseur du trait s'obtient en spécifiant la largeur de la courbe, ici 14 points. Donc on peut faire le test que je n'ai pas fait ici, donc je vais simplement exécuter. Ici, on voit que on peut ajuster ad nauseam, donc encore une fois, cette épaisseur de trait. Je n'ai pas besoin non plus de relier les points par une droite, je peux faire un graphique en points détachés, et je pourrais aussi spécifier le type de point, le type de symbole, donc qui se spécifie de la manière la plus courte, encore une fois par une chaîne de caractères comme argument.
avec des symboles qui ressemblent, donc ici O pour des ronds, S pour des carrés, D pour des diamants ou diamonds en anglais, et V ici pour des triangles. Donc on voit les différents styles. On peut aussi être beaucoup plus détaillé que ça. On peut, par exemple, et là je le fais d'une manière un peu différente ici, c'est pas obligatoire, mais je pourrais par exemple utiliser le fait que lorsque je produis un graphique avec Matplotlib, je produis un certain objet qui est un ensemble de traits. Donc ces traits, l'objet qui est retourné par la fonction plot n'a pas besoin d'être utilisé, mais ici j'ai choisi de l'utiliser pour en modifier les caractéristiques. Donc j'utilise encore une fois la fonction plot et ça me retourne cet objet lines, l'ensemble des segments du graphique, ou de la courbe en fait. Et je peux après ça modifier à l'aide de fonctions propres ou d'attributs propres à cet objet. Je peux modifier les propriétés de cette courbe, donc changer la taille des symboles. Je peux changer le type de symbole et la couleur, donc la couleur de la face, si on veut, des symboles, donc je pourrais mettre W pour white, donc, et la couleur de la périphérie, du périmètre de chaque symbole, okay, pour rouge ici, et montrer ce que ça donne. Bon, ça donne ceci. Dans les 4 exemples, vous voyez, j'ai modifié la taille, j'ai modifié la forme, et surtout la taille, la couleur des symboles. Bon, autre élément important, donc là, évidemment, tout ça est très esthétique, c'est plus ou moins important, mais il est aussi très important de pouvoir faire des graphiques dans une échelle différente, donc une échelle logarithmique. Ici, je me définis une fonction un peu différente, qui est le sinus hyperbolique, divisé par x, donc une fonction qui augmente exponentiellement avec x, et donc qui, dans un graphique logarithmique, aurait une tendance linéaire quand x est grand. Je me définis encore une fois un espace x qui va de moins 10 à 10, et je fais simplement appeler cette fonction et la porter en graphique. Et l'élément important ici, c'est que j'ai utilisé la fonction yscale, qui, donc par défaut, me donne un graphique linéaire, mais ici, en lui donnant l'argument log, comme chaîne de caractères, va me produire une échelle logarithmique qui se traduit, bien sûr, par la façon dont l'axe des Y est séparé. On peut aussi le faire dans les deux sens, bien sûr. On peut annoter un graphique, c'est-à-dire ajouter des chaînes de caractères, des flèches, des commentaires. Donc, dans ce cas-ci, j'ai ajouté un commentaire maximum avec une flèche qui pointe vers le maximum de la fonction. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je me suis défini ici une flèche, donc un type de flèche qui a les propriétés suivantes, donc avec une couleur noire, certaines dimensions, largeur, et ainsi de suite. Donc on peut aller chercher la documentation qui permet de spécifier les flèches, bien sûr, dans la documentation de Matplotlib. Sinon, il y a une flèche par défaut qui est définie. Et ici, suite au graphique que j'ai fait, alors j'ai utilisé la fonction annotate, donc dont le premier argument est le texte que je veux introduire. Le deuxième argument est la coordonnée du point que je veux annoter. Ici, c'est le point 0,1, donc c'est le point sur la courbe, l'extrémité de la flèche, si on veut. Et le troisième argument est le commentaire que je veux établir et la position de ce commentaire en coordonnées graphiques. Donc ici, ce serait un texte qui est situé à 5, 1.2. Et donc, par défaut, le texte, donc ce point-là constitue le coin inférieur gauche du texte. Et ici, j'ai mis comme option donc les propriétés de la flèche, celles que j'ai définies un peu avant ici. D'accord. Je peux aussi insérer du texte dans un graphique un peu partout. Par exemple, ici, suite à mon graphique préféré, j'ai introduit un texte, celui-ci. Notez que j'ai mis un retour de ligne à l'intérieur du texte, okay, pour en faire un paragraphe. J'ai donc utilisé cette fonction texte. Je donne les coordonnées x et y du texte, le texte lui-même, et l'alignement. Donc le HA veut dire Horizontal Alignment, donc alignement horizontal veut dire ici, c'est-à-dire gauche,
donc justifié à gauche, avec un angle de rotation de 20 degrés. Voilà. Et c'est ce que ça produit. Maintenant, donc bien sûr, dans des graphiques produits à partir de données entachées d'erreurs, c'est important de pouvoir mettre des barres d'erreur. Donc, les barres d'erreur sont produites par une fonction différente de la fonction plot, une fonction qui s'appelle errorbar, et dans laquelle on doit spécifier minimalement non seulement les tableaux pour x et y, mais un troisième tableau qui contient les erreurs absolues sur y. Ici, ce que j'ai fait pour simuler les erreurs, c'est de définir toujours la même fonction, mais de produire un tableau d'erreurs simplement à l'aide d'un générateur de nombres aléatoires, dont la longueur est la même que la longueur du tableau x. Et ces nombres aléatoires, je vous le rappelle, sont situés entre 0 et 1, et donc en multipliant par un dixième, j'ai des erreurs variables, mais qui en moyenne ont une longueur de 0,05 et bon, qui ne peuvent pas dépasser 0,1. Et donc là, je fais le graphique avec les barres d'erreur et j'obtiens ceci. D'accord? Donc les barres d'erreur sont strictement verticales ici, puisqu'il n'y a pas d'erreur en x. Je peux aussi, bien sûr, avoir des erreurs en x également. Dans ce cas-là, je devrais spécifier que l'erreur en y est donnée par un tableau YE pour erreur en y, et l'erreur en x donnée par un tableau XE pour erreur en x, que j'ai ici aussi généré de manière aléatoire. Et donc, c'est ce que j'obtiens. Remarquez que donc, pour faire ce graphique, j'ai spécifié un format. Donc, c'est un mot-clé, encore une fois, de la fonction errorbar qui va me spécifier le format de la courbe. Ici, le K veut dire que c'est noir. Le O veut dire que les points de données sont représentés par des petits cercles. Et le 2 points veut dire que ces points sont reliés entre eux par une ligne pointillée. De la même manière qu'il est possible de placer plusieurs courbes sur le même graphique, il est possible de placer plusieurs graphiques sur le même plan, en créant en quelque sorte une matrice de graphiques. Une fonction possible pour réaliser ça, c'est la fonction subplots, qui est utilisée ici de la manière suivante. Alors il faut comprendre que chacun des graphiques définit un certain système d'axes. Et le tout constitue ce qu'on appelle une figure. Donc, ça explique un peu la forme précise de cet appel de fonction. Donc, la fonction subplot va retourner, en fait, comme premier élément, une figure globale, et comme deuxième élément, un ensemble de systèmes d'axes qui contiennent chacun des graphiques. Donc, on spécifie ici le nombre de rangées, le nombre de colonnes, et la taille, par exemple, totale de la figure. Tout est en pouces, malheureusement, dans Matplotlib. Donc ici, vous voyez que je définis toujours ça en centimètres et que je divise par 2,54 pour obtenir des pouces. Les options ici, share X, share Y, donc signifie que les axes seront partagés entre les différents graphiques. Donc les axes des X seront les mêmes pour des graphiques qui appartiennent à la même colonne, et les axes des Y seront les mêmes pour les graphiques qui appartiennent à la même rangée. Ce qui évite de répéter les axes, et donc il ajuste les échelles en conséquence, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ce que j'ai fait ici, c'est simplement, encore une fois, produire ma fonction préférée, et j'ai accès à chacun des axes en utilisant simplement la localisation des éléments d'une matrice, avec les indices, et en utilisant la commande plot, qui peut, comme avant, mais se définit ou s'utilise comme avant, mais cette fois comme un attribut de chacun des axes. Donc ici, je fais un graphique de x et de y. Ici, je change simplement le format de chaque ligne, simplement pour illustrer ce que ça peut donner. Je peux aussi ajuster la distance entre les différents sous-graphiques de cette manière, avec une distance horizontale, une distance verticale. Donc le H ici n'est pas pour horizontal, mais pour height space, width space. Okay, c'est un peu mêlant. Et je peux spécifier en plus, ce n'est pas propre au graphique à plusieurs, c'est-à-dire au plan avec plusieurs graphiques, je peux spécifier la fréquence des marques, donc, ou des marques secondaires ou principales.
Donc, le résultat est le suivant, ici. Donc, vous voyez que je n'ai pas répété les légendes d'axes des Y pour les colonnes différentes ou les légendes d'axes des X pour des rangées différentes, uniquement la rangée du bas et la colonne de gauche. C'est ce que veut dire share X et share Y. Sinon, ben, évidemment, j'ai un ajustement entre les graphiques qui est spécifié par ce que j'ai demandé précisément ici. On peut aussi construire deux graphiques imbriqués, c'est-à-dire un graphique à l'intérieur d'un autre graphique, un encart en quelque sorte. C'est assez simple. Ici, j'ai simplement produit un graphique comme d'habitude, jusqu'ici, comme avant. Ici, c'est la fonction, en fait, sinus que j'ai portée en graphique de 0 à 2π. Ensuite, j'ai défini un autre système d'axes, donc à travers l'environnement PLT. Donc, j'ai simplement changé les limites des axes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette fonction, je dois ici spécifier l'origine, x0, y0, de mon nouveau système d'axes. Ensuite, sa largeur, sa hauteur. Donc, c'est ce qui est indiqué ici dans la signification de ces arguments. Et je fais le même graphique avec les mêmes données dans un système d'axes différent maintenant. Et c'est ce que j'obtiens comme résultat final. Donc, c'est pratique pour produire des sous-graphiques pour faire un zoom sur par exemple, une portion des données. Ce n'est pas ce que j'ai fait ici, bien sûr. Ensuite, on arrive au graphique tridimensionnel. Donc, ça requiert l'importation d'une bibliothèque un petit peu différente, donc Matplotlib Toolkits Mplot 3D. Et on va devoir aussi utiliser la fonction NumPy qui s'appelle MeshGrid, qui va produire une liste de points sur le plan à partir de deux listes simples. Donc, j'ai une liste de points en X, une liste de valeurs de Y, donc une liste de valeurs de X, une liste de valeurs de Y, et en utilisant cette fonction MeshGrid, je vais faire une liste de points qui sont toutes les combinaisons possibles des X et des Y qui sont dans les listes de points séparés pour X et Y. Donc, je m'explique. Alors, faisons l'exemple simplement pour illustrer ça. C'est important de comprendre comment ça fonctionne avant de faire des graphiques proprement dit. Donc, par exemple, j'ai ici une liste de valeurs de X, une liste de valeurs de Y qui sont imprimées ici, d'accord? Et maintenant, j'utilise cette fonction MeshGrid pour faire deux listes, maintenant, qui sont en fait des listes de points sur le plan. La première liste est la liste des valeurs de X, et la deuxième liste, la liste des valeurs de Y. Donc, voyons voir comment ça fonctionne pour un exemple simple. J'ai ici une liste de 3 valeurs de X et de 4 valeurs de Y, ce qui me ferait au total 3 fois 4 égale 12 points. Quand j'invoque cette fonction MeshGrid, j'obtiens deux listes qui sont deux listes bidimensionnelles, donc enfin deux tableaux bidimensionnels, je devrais dire. J'ai ici un premier tableau bidimensionnel qui donne les valeurs de X et un deuxième tableau bidimensionnel qui donne les valeurs de Y pour chacun de ces 12 points. Bon, alors exemple, on va faire un graphique ici de la fonction sinus de R sur R, où maintenant R est la coordonnée polaire plane. Donc, l'un des changements, bien sûr, dans ce graphique 3D, c'est que je dois importer MPL Toolkits, ici. Je dois spécifier une projection. Donc, allons-y dans le détail. Donc, cette première fonction me permet de définir la figure au complet. C'est quelque chose qui est implicite normalement lorsqu'on invoque la fonction plot simple en deux dimensions, mais ici j'ai besoin de faire référence à la figure, donc je l'appelle séparément. La fonction GCA veut dire Get Current Axes, donc il y a un système d'axes qui est défini. Ce système d'axes défini, je lui confère une projection 3D. Ensuite, je définis les valeurs de X et de Y qui vont de moins 40 à plus 40.
et je définis des valeurs, des tableaux bidimensionnels pour x et y, donc je redéfinis le sens de x et de y majuscule avec la fonction meshGrid. Ensuite, donc, je définis la coordonnée radiale, donc je la calcule de cette manière en prenant la racine carrée de x carré plus y carré, donc attention, x et y sont bien sûr des tableaux bidimensionnels, mais encore une fois, avec NumPy, ces tableaux au carré vont simplement contenir les carrés de leurs éléments, ainsi que R, qui va être un tableau qui contient la coordonnée radiale pour chacun des points. Ensuite, je définis un tableau Z, qui est simplement la valeur de sinus de R divisé par R, et j'ai ajouté une petite constante ici pour éviter les ennuis lorsque R serait accidentellement 0. Donc, et là, j'ai plusieurs possibilités que j'ai commentées. J'en ai une ici que j'ai décommentée qui va utiliser la fonction plot surface. Donc, notez les arguments, la liste des points en X, la liste des valeurs de Y, c'est-à-dire donc la liste des valeurs de X, de Y et de Z. J'ai défini ici le pas dans le tableau pour chacune des directions du tableau, qui est ici 1, donc c'est la valeur par défaut. J'ai défini une carte de couleur, donc CMap, Color Map, qui est ici emprunté au sous-module CM de Matplotlib, qui contient tout un ensemble de cartes de couleurs prédéfinies. Donc ici, elle s'appelle Cool Warm, c'est-à-dire qu'elle va du bleu jusqu'au rouge pour imiter une espèce de gradient de température. Je présume que les valeurs les plus élevées sont les situées dans le rouge et les plus froides ou les plus basses dans le bleu. La taille, l'épaisseur des traits, et ainsi de suite. Donc, j'obtiens ce graphique 3D comme résultat. Je pourrais, par exemple, essayer d'autres fonctions. C'est ce que je vais faire ici en commentant cette ligne et en décommentant, par exemple, la première qui va me produire simplement un réseau, si on veut, donc un filet, au lieu de produire des surfaces. Et je pourrais prendre ce filet et changer la valeur du pas dans chacune des directions, par exemple en doublant le pas, c'est-à-dire en sautant une valeur sur deux pour tracer les courbes du filet, comme ceci. Et je pourrais également, comme troisième exemple ici, utiliser une couleur uniforme, comme ça. D'accord? Ce qui n'est pas tout à fait, ce qui est moins agréable à regarder, bien sûr, qu'une carte de couleur. Comme ce que j'avais avant. Bon. Je peux aussi faire une grille cylindrique, donc des coordonnées cylindriques avec une grille véritablement cylindrique. Alors, dans ce cas-ci, la différence serait que j'aurais simplement à produire, c'est un petit peu différent, à produire des valeurs de R, donc également espacées avec cette fonction, et des valeurs de l'angle phi également espacées de cette manière. Donc dans ce cas, encore une fois, j'utilise des valeurs de R et de phi de cette manière, et je vais produire les points X et Y simplement, explicitement en convertissant des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes, sauf que ce sont des points en coordonnées cylindriques, ou ce sont les coordonnées cylindriques qui seraient également espacées dans ce cas-ci. Donc il n'y a pas vraiment de changement fondamental ou de fonction nouvelle dans cet exemple, c'est juste que j'ai produit à l'avance une grille qui est naturellement cylindrique. Donc si je refais le graphique, j'obtiens plutôt quelque chose comme ceci, qui est plus approprié, bien sûr, pour une fonction qui elle-même a une symétrie cylindrique. Donc il n'est pas toujours souhaitable de faire des graphiques de fonctions de deux variables de manière tridimensionnelle. Souvent, il est préférable de les faire avec la l'aide de courbes niveau ou d'échelles de couleurs. Donc ici, le prochain exemple utilise la fonction PLT contour. Donc encore une fois, comme avant, je dois produire trois tableaux. Un tableau pour les valeurs de X, de Y et de Z. Donc je le fais comme avant avec la fonction meshGrid. Sauf que la fonction contour va donc prendre les trois tableaux comme argument, et ensuite il y a toutes sortes d'options sur le type de ligne que je veux tracer, les couleurs, et ainsi de suite. Je peux même indiquer des étiquettes pour chacun des contours, donc C-label pour contour label, en lui donnant comme argument les
l'ensemble des contours que j'ai obtenus, donc qui est retourné par la fonction plt.contour, avec le format de la valeur pour chacune des étiquettes, et ainsi de suite. Donc j'obtiens de cette manière un graphique contour comme celui-ci. Je pourrais aussi, au lieu de faire un graphique contour ici, faire un graphique qui est une image de couleur, tout simplement. Donc je vais commenter ça ici et simplement écrire ici cette fonction qui est image show, où j'ai simplement donné la valeur de z, rien d'autre. Je n'ai pas spécifié les valeurs de x et de y, sauf que, parce que c'est une image directement que je vais porter en graphique, je vais spécifier ici une certaine interpolation entre les données et une valeur de l'étendue du graphique qui va de moins a à a. Donc la valeur de a est celle que j'avais définie un peu plus haut, égale à 10. C'est la borne que j'avais définie pour les valeurs de x et de y de toute manière. Donc si j'utilise cette fonction, j'obtiens plutôt quelque chose comme ceci, d'accord, où donc la couleur indique la valeur de la fonction. Si je n'aime pas cette carte de couleur, je peux en utiliser une autre ici qui est appelée BWR et qui donc me fait passer du bleu au blanc au rouge en passant des valeurs les plus petites aux plus grandes. Donc ici c'est pratique parce que le blanc correspond à la valeur 0. Si je ne veux pas non plus spécifier d'étiquette, je peux simplement faire un graphique contour tout simple comme ceci, et donc il va choisir automatiquement les couleurs des différentes courbes. Le prochain sujet est la création de graphiques de lignes de champ et de gradients. Donc, NumPy contient une fonction qui s'appelle gradient qui, lorsqu'on lui donne un tableau bidimensionnel ou même multidimensionnel, va calculer le gradient numérique, donc les dérivés des fonctions, des données du tableau Z, donc des dérivés numériques, par rapport à chacun des indices, donc par rapport à l'indice de rangée, l'indice de colonne, et ainsi de suite. Donc si, par exemple, je considère la fonction x fois y et que je construis, comme auparavant, un tableau Z qui contient les valeurs de cette fonction, pour les valeurs de x et de y qui sont espacées, enfin qui vont de moins a à a, donc de moins 10 à 10. Je peux faire ici, bien sûr, un graphique de la fonction z. Eh bien, je pourrais obtenir, en calculant ici, ou en appliquant la fonction gradient, les composantes de ce qu'on pourrait appeler le champ électrique. Donc, je n'ai pas mis de signe moins ici. Normalement, évidemment, si je considère z comme étant le potentiel électrique, le champ électrique s'obtiendrait en prenant l'opposé du gradient ici, donc je n'ai pas inclus le signe moins. Ce qui est important, c'est que la première composante du gradient ici, ce serait la dérivée par rapport à l'indice de rangée, qui habituellement on considère dans une matrice comme étant verticale, donc c'est pour ça que je l'appelle EY, c'est comme la composante en Y du champ électrique, alors que la deuxième composante du gradient ici serait la dérivée numérique par rapport à l'indice de colonne, ce qui est plus horizontal, donc c'est pour ça que j'appelle EX, donc ça c'est un point important. Ensuite, je peux en faire un graphique de ce gradient simplement avec la fonction streamplot, à laquelle je dois donc donner les valeurs de x et de y, bien sûr, et les valeurs des composantes de ce champ vectoriel. Donc, cette fois dans le bon ordre, donc EX et EY. J'ai demandé que les flèches ou que les lignes de champ soient en rouge, alors que les lignes de contour ici dans le graphique sont en bleu. Et lorsque je produis ce graphique, donc j'obtiens ceci. Alors notez donc les courbes de niveau sont en bleu et elles sont produites de manière automatique. Remarquez que lorsque la fonction est positive, les courbes bleues sont continues. Lorsque la fonction est négative, les courbes bleues sont pointillées. Et Streamplot a produit automatiquement un ensemble de courbes qui sont naturellement perpendiculaires aux lignes de niveau. Ce sont les courbes qui proviennent du gradient et a inséré des flèches un peu partout, donc tout ça est fait automatiquement. Prochain sujet, les courbes paramétriques. Donc une courbe paramétrique en 3 dimensions veut dire que j'ai 3 coordonnées, x, y et z, qui sont fonctions d'un paramètre donné. Donc par exemple, ici, j'aimerais bien porter en graphique cette courbe
donc qui est exprimé en fonction de l'angle θ. Donc θ va faire un certain tour et va produire une valeur de z, donc une valeur de x et de y, alors que r ici est un paramètre auxiliaire qui est fonction de z. Donc c'est une espèce d'hélice, si on veut, avec un pas variable, parce que le pas de l'hélice, le pas de l'hélice est constant, mais plutôt le rayon de l'hélice dépend de z. Donc comment faire ça? C'est assez simple, finalement, c'est la fonction plot, encore une fois, qu'on utilise, comme avant, sauf qu'on doit lui donner les trois tableaux pour les coordonnées x, y et z. Ces tableaux sont des tableaux unidimensionnels, cette fois, qui sont obtenus en fonction d'une liste de valeurs de θ. Donc j'ai commencé par contrôler en fait cette liste avec une liste de base qui est une liste de valeurs de z entre -2 et 2. J'ai défini θ en fonction de z, j'ai défini r en fonction de z et ensuite x et y en fonction de r et de θ. J'ai, ce qui est important ici, bien sûr, défini l'axe ou donné au système d'axe une caractéristique 3D, donc une projection 3D, comme je l'ai fait un peu plus haut. Et donc, je ne fais que ce graphique, je lui donne une étiquette à la courbe et j'obtiens ceci. Alors, vous voyez, c'est comme une espèce de ressort de matelas. Autre possibilité, les graphiques polaires. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, je définis une fonction ou un tableau de valeur de l'angle θ, okay, donc qui va de 0 à 2π, avec 100 points, avec une valeur de r qui est donnée par le sinus de 2 fois θ au cube, et je peux faire un graphique polaire avec la fonction polar, en lui donnant les valeurs de θ et de r. Donc, ce que ça donne, c'est ceci, comme ça. Des graphiques circulaires sont des graphiques en pointe de tarte, donc c'est la fonction pi qui va les faire. Donc je dois par exemple lui donner un ensemble de données discrètes qui sont ici des valeurs approximatives, par exemple de la population des différentes provinces canadiennes ou des différentes régions du Canada, je devrais dire, pour Atlantique, Québec, Ontario, Prairie et Colombie-Britannique, donc disons ça comme ça. Et je peux les montrer de cette manière. Donc c'est tout à fait simple. J'ai ici un élément important qui est le rapport d'aspect du graphique qui doit être égal à 1. Et tout ce que je donne à la fonction pi, c'est la liste x avec les étiquettes. Donc ça aussi, c'est très simple. Autre détail, on peut faire des graphiques ordinaires, mais avec des courbes qui sont pleines et superposées. On voit ça souvent dans des graphiques plus d'affaires, beaucoup moins en sciences. Je le donne ici comme information secondaire. C'est plus ou moins utile en sciences, mais ça peut devenir important pour certaines présentations. Donc c'est fait avec la fonction stackplot. Tout simplement, j'ai trois tableaux ici, y1, y2, y3, trois fonctions différentes qui dépendent d'un seul tableau en x. Et en ne spécifiant pas les couleurs, évidemment, elles sont choisies de manière automatique. Autre curiosité, j'ai un module ici, ou plutôt un sous-module, qui va permettre d'illustrer les éléments non nuls d'une matrice. Donc une matrice ici, par exemple, qui est une matrice 50 par 50, et qui contient initialement uniquement des zéros, et pour laquelle j'ai défini des valeurs non nulles à certains endroits. Donc, certains endroits donnés par un numéro de rangée égal à i et un numéro de colonne égal à i plus 10 modulo n. Et donc, la fonction spy ici va essentiellement me produire un point noir pour chaque élément non nul de la matrice et rien du tout pour les éléments nuls. Donc, ça me donne quelque chose comme ceci. Donc, ça peut être utile pour visualiser le caractère creux d'une matrice. Donc ça va devenir important dans certains chapitres sur les simulations de problèmes physiques où les matrices creuses interviennent, mais c'est peut-être pas crucial à ce moment-ci de votre apprentissage. Enfin, dernier détail, on peut avec Matplotlib faire des dessins techniques. Évidemment, je ne donne que des exemples très simples ici. Par dessin technique, je veux dire tracer des droites, des polygones, des formes, des ellipses, ainsi de suite.
Donc on peut le faire avec des fonctions qui appartiennent au sous-module patch. Donc là, j'ai ici patches, en fait, comme je devrais l'appeler. Et donc on peut, à un système DAX, donc ajouter une patch qui a une forme donnée, par exemple une ellipse qui aurait une forme donnée, c'est-à-dire située à un point donné avec des dimensions données dans les deux directions, avec un certain angle de 30 degrés, avec une certaine couleur, et ainsi de suite. Une certaine transparence, le alpha c'est une transparence. Je peux faire la même chose avec plusieurs ellipses, je peux mettre des rectangles, je peux mettre des lignes qui ont une certaine largeur, donc, et je peux rajouter d'autres lignes, changer les détails, et ainsi de suite. Donc je ne veux pas trop, des polygones bien sûr aussi, alors je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Si on voulait, on pourrait effectivement créer des dessins sophistiqués et les illustrer directement dans un graphique Python. C'est pratique, non pas pour faire des véritables dessins, disons, artistiques ou des schémas précis, mais c'est pratique quand on doit programmer justement ces éléments graphiques. Lorsqu'on veut, par exemple, faire un graphique d'une liste, une liste de points ou d'objets dont les positions et les tailles sont des fonctions qui sont lues à partir d'un fichier ou quelque chose du genre. Voilà. Donc ça conclut notre courte introduction à Matplotlib et je vous remercie de votre attention.